On va, comme d'habitude, organiser une séance de questions-réponses à la fin. Voilà un petit peu pour les éléments logistiques. N'hésitez pas tout au long également de l'enregistrement, tout au long de la séance, pardon. Je vais enlever la transcription automatique, j'ai oublié de l'enlever d'ailleurs. Arrête la transcription, c'est pas mieux. N'hésitez pas tout au long à poser vos questions dans le fil de conversation. Voilà pour les éléments. J'excuse également l'absence de Benjamin Luciani, que vous avez l'habitude de voir, qui a eu un petit imprévu, mais il a tenu le crayon jusqu'à hier soir tard pour piloter tous les préparatifs de la séquence. Et on n'est pas plus, on est assez de 7 pour pouvoir le remplacer au pied levé ce matin. Et donc, c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on est là pour vous partager un ordre du jour très riche pour ce 11e COSUI trimestriel du Ségur du numérique. Alors, avant de rentrer peut-être progressivement dans le vif du sujet, j'évoquais à l'instant un ordre du jour très riche. C'est effectivement un COSUI qui s'annonce encore plus riche que d'habitude parce qu'on va évoquer des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude d'évoquer, qui va nous permettre de voir un petit peu comment on a l'étendue des sujets sur lesquels on a avancé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Je crois que c'était l'été dernier. En quelques mots, on a construit cette séquence en deux temps. Le premier temps où on va balayer un petit peu l'horizon de tout ce de l'ensemble de nos travaux et de là où on en est. Notamment, on va évoquer la situation autour du carnet numérique des santé des Français, le MES, où est-ce qu'on en est dans son déploiement, dans ses activations et comment la dynamique est extrêmement positive au cours des 6-12 derniers mois. On va voir également le point sur l'ensemble des usages, de l'alimentation de MES, comment est-ce qu'on est en train de passer d'une bascule d'une alimentation massive à une approche un peu plus qualitative. On aura l'occasion de partager avec vous également des retours sur une expérimentation sur la consultation du DMP, enfin de MES, notamment dans les établissements de santé. Et puis un deuxième temps autour de qu'est-ce qu'on a devant nous, qu'est-ce qu'il nous reste à faire. On manquera pas, et on ne manque pas de travaux en partant d'un horizon le plus proche. Où on en est sur les tout premiers dispositifs de la vague 2, qu'est-ce qui va se passer dans les toutes prochaines semaines de façon très concrète et très opérationnelle en termes d'ouverture de guichets. Et puis on ira un petit peu plus loin en se projetant sur l'ensemble des dispositifs de la vague 2, en vous donnant à jour un horizon temporel pour ces prochains dispositifs. On balayera également l'ensemble des dispositifs d'accompagnement des usages. On ira jusqu'à même évoquer les sujets d'invisibilisation. Bref, un ordre du jour très, très riche. On a 1 heure et demie devant nous. On aura le temps d'avoir des questions-réponses. Je le répète, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau dans la fenêtre de conversation. On est là tous très mobilisés pour pouvoir vous répondre au fil de l'eau également. Et puis, sans plus tarder, on va entamer la première séquence et je vais passer la parole à Claire qui va nous faire un point sur où on en est de mon espace santé à décembre 2024. Mais avant ça, excuse-moi Claire, je te remercie. Vous rappelez pour ceux qui rejoignent le Ségur l'ambition, qu'est-ce que le Ségur en quelques mots, vous connaissez probablement pour une grande partie d'entre vous les deux diapositives sur lesquelles je vais maintenant parler. Le Ségur, c'est d'abord et avant tout une ambition de généraliser le partage fluide et sécurisé des documents de santé. On le voit à travers cette illustration assez marquante qui montre l'aspect systémique de comment est-ce qu'avec ce Ségur, on arrive à généraliser l'alimentation de mon espace santé en documents de santé et d'où qu'ils viennent. L'idée, c'est bien d'aborder cette transformation systémique en abordant tous les couloirs, tous les métiers, de regarder l'ensemble des documents de santé en priorisant les plus pertinents, mais également en se focalisant sur la diffusion et le partage de ces documents de santé via la messagerie sécurisée de santé. Alors, le Ségur, c'est aussi une méthode, c'est les fameux trois petits pas où dans le cadre de la vague 1, résolument orienté patient,
on a généralisé et on a activé mon espace santé pour l'ensemble de la population française et on a atteint, dans le cadre de ce second petit pas, la masse critique en termes d'alimentation. Et on est aujourd'hui, avec l'AVEC 2, dans ce troisième petit pas sur lequel on va pouvoir faire le point aujourd'hui sur faciliter l'accès à cette information. Alors, le Ségur, c'est une méthode, c'est avant tout, le point de départ du Ségur, c'est un plan massif d'investissement public pour transformer l'ensemble de l'écosystème en activant l'ensemble des leviers, à la fois incitatifs et coercitifs, des leviers incitatifs via l'équipement, via le financement de l'équipement des professionnels de santé et des établissements de santé. Et puis, on va venir financer également la transformation des usages. Le Ségur, c'est aussi un ensemble de leviers obligatoires, de leviers réglementaires, coercitifs, que l'on active une fois que l'on est sûr que l'écosystème est suffisamment mature. Et c'est aussi une méthode de travail collectif, de co-construction systématique avec l'ensemble de l'écosystème. Voilà un petit peu les éléments clés du Ségur. Maintenant, Claire, je t'en prie, où est-ce qu'on en est sur mon espace santé depuis 6 à 12 derniers mois? Oui, merci Vincent, bonjour à tous. Donc, c'est important. Un des enjeux, c'est de partager les données, on le disait, pour les mettre à disposition des professionnels, mais c'est également que les utilisateurs s'en emparent à travers mon espace santé. Donc, ça nous paraissait important de prendre le temps de faire le point sur les derniers chiffres clés. On le rappelle, donc, la couverture du carnet de santé, elle continue de s'élargir. Donc, on est toujours à peu près, on progresse, parce qu'on fait un petit peu des petites campagnes de rattrapage. Mais aujourd'hui, on est véritablement quasiment à tous les Français, avec 97% des Français qui ont un profil ouvert, du coup accessible pour recevoir des documents ou recevoir des documents par un professionnel de santé. Et surtout, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que le nombre d'oppositions, il y a toujours un droit d'opposition qui est possible, avec un certain nombre de moyens mis à disposition, qui reste très stable, en dessous de 1,5%. Donc, on est vraiment dans une logique d'accessibilité forte. Ce qui est important surtout, c'est qu'ils s'en emparent. Donc ça, cette prise en main, elle continue de s'accélérer. On est quand même sur un objet national avec une cible importante, mais on a près d'un Français sur 4 qui aujourd'hui l'a activé, et surtout avec une trajectoire, on va dire, d'accélération de l'activation qui croît ces derniers mois. On est environ entre 500 et 700 000 activations par mois sur les derniers mois, notamment poussées par un certain nombre d'actions menées en direct, mais aussi par le volume de documents qui est bien évidemment mis à disposition des usagers. Et une fois qu'ils y vont, qu'est-ce qu'ils en font concrètement? Donc, bien évidemment, la consultation des documents de santé, c'est un usage qui est clé, parce qu'on voit que sur les 12 derniers mois, il y a environ 32 millions de documents qui ont été consultés par les usagers. Mais également, ils s'en emparent en ajoutant eux-mêmes, en enrichissant la formation médicale, parce qu'on sait qu'il y a tout un historique qui, en fait, n'a pas systématiquement été versé. Il y a eu des actions faites à l'hôpital pour verser l'historique, mais où les usagers eux-mêmes détiennent une partie de leur historique de santé. Donc, une dynamique qu'on va essayer de continuer à accentuer au cours des prochains mois. Ils ajoutent également des choses qui sont vraiment à leur main, typiquement les directives anticipées, avec près de 800 000 qui ont été ajoutées par les patients, et aussi le profil médical, qui est vraiment la synthèse de leur traitement, leurs antécédents, qui aujourd'hui est un document. Donc, on va travailler un peu à l'évolution de cette donnée-là, qui a aussi beaucoup de valeur pour les professionnels. Voilà, un certain nombre qui ont été enregistrés dans les profils. On vous l'a présenté lors du dernier COSUI au printemps, enfin à l'été. On a ouvert du coup l'agenda, qui est très centré sur un objet de prévention qui a plutôt vocation, qui a à la fois vocation à être utilisé, on va dire, de manière proactive par les usagers pour ajouter eux-mêmes des rendez-vous et des rappels, ou pour en ajouter par des services tiers qu'ils auraient synchronisés. Mais également, nous, on pousse déjà des rendez-vous de prévention sur un certain nombre de parcours qui nous paraissent importants pour inciter au recours aux examens de prévention. Voilà, donc pour autant, on voit qu'il y a quand même un début d'engagement dans cette fonctionnalité, avec un certain nombre de 100 000 rendez-vous qui ont été renseignés, un certain nombre de rappels, et on est en train de faire un petit peu de la recherche utilisateur pour mieux comprendre. Autre donnée intéressante, c'est qu'il y a près d'un tiers des profils médicaux des utilisateurs activés qui sont complétés. Ça, c'est très intéressant dans une logique de prévention personnalisée qu'on va essayer de pousser de plus en plus sur mon espace santé, parce que c'est de la donnée qu'on pourra utiliser pour mettre en place une dynamique de ciblage.
Et enfin, dernière donnée qu'on voulait vous partager, c'est il y a eu, vous le savez, Mon Espace Santé outille la préparation des bilans de prévention qu'on démarrait. On est sur une politique publique de long terme, mais voilà. Et en fait, il y a près de 350 000 personnes qui ont déjà préparé leurs examens et voilà, et qui derrière leur permet de partager leur questionnaire avec leurs professionnels de santé et de bénéficier de recommandations. Si on regarde un petit peu les dernières évolutions produits très rapidement, on va peut-être pas rentrer dans le détail, de toute façon, vous aurez accès au support. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir en tête que 2024, on s'est vraiment focalisé sur 2 enjeux. C'est simplifier encore et toujours l'expérience utilisateur, c'est trouver des nouveaux moyens pour que l'activation soit plus facile, personnaliser, on va dire, la partie, ce qu'on appelle l'onboarding, la première prise en main du produit pour qu'elle soit adaptée au profil, pour qu'on découvre mieux les différents éléments du service, notamment les rubriques clés, typiquement la rubrique documentaire. Et je l'évoquais, commencer à proposer des premiers pas en termes de prévention personnalisée et de personnalisation du profil avec la mise en place. Voilà, on a commencé à vraiment décliner, encoder des parcours de prévention sur la vaccination, les bilans usages clés, sur la santé de l'enfant, le dentaire, etc. Et nouveauté aussi, on a créé une bibliothèque de contenu de prévention qui est aujourd'hui une rubrique dédiée qui demain pourra être consommée, voilà, qui va être poussée de manière beaucoup plus intelligente dans le parcours. 2025, on va être sur un contexte un peu spécifique, puisqu'on en reparlera, ça va avoir un petit peu d'impact sur les différents guichets de référencement, mais on l'a déjà évoqué, il va y avoir une reprise du système d'information de DMP, donc il va y avoir une petite période avec voilà, des gros chantiers techniques qui vont être menés, donc ça va un petit peu limiter la capacité de mener des très grosses évolutions structurelles. Pour autant, on se met vraiment dans une dynamique avec l'assurance maladie de pouvoir aller toujours, continuer à mettre en place des évolutions. Donc, on va vraiment accélérer sur toujours le volet prévention, essayer vraiment de lancer des campagnes de prévention personnalisées plus ciblées, que le contenu de prévention soit poussé dans de nouveaux canaux. Voilà, donc on va bien évidemment travailler aussi sur comment est-ce qu'on arrive à faciliter la collecte de données intelligentes qui sera utilisée pour pousser de l'information aux usagers à travers des données qui sont déjà présentes dans Mon Espace Santé, dans les documents, dans le profil médical, dans l'historique de traitement. On va élargir ce qu'on fait aujourd'hui sur les parcours de prévention. On va essayer de les améliorer, de mettre en place de nouveaux services, au-delà de l'agenda, des rappels, et surtout d'être en capacité d'avoir un ciblage beaucoup plus fin pour que ce soit bien plus pertinent. Je pense que vous l'attendez depuis quelques temps, mais on va aussi ouvrir les échanges de données sur le catalogue. Là, on est vraiment au bout des discussions avec un certain nombre d'acteurs, donc ça devrait arriver. Et après, il y a un certain nombre de chantiers plus structurants là, qui sont en cours depuis quelques temps sur la préparation, l'ouverture potentiellement de nouvelles données qui pourraient apporter de la valeur à un certain nombre d'acteurs et les accès en opt-in pour des profils type médecin étranger, médecine du travail. Voilà, pas mal d'évolutions à venir et en 20 secondes, je vous remets juste en visibilité, pas besoin de le détailler, mais on sait que c'est un enjeu. On est à un Français sur 4, bien évidemment, on est très content, mais on a un enjeu majeur de continuer. Donc, vous l'avez vu, il y a eu un certain nombre de campagnes qui ont été mises en place multimédia. Elles vont continuer et on va essayer aussi de mener de plus en plus de campagnes ciblées côté grand public et de continuer surtout la campagne d'email aux utilisateurs non activés qui a eu des effets très, très satisfaisants. Voilà, ça c'était sur la partie Mon Espace Santé. Maintenant, ce qui est important, c'est de voir du coup l'autre pan, c'est côté professionnel de santé au travers toutes les évolutions logicielles et tous les, on va dire, les dispositifs d'incitation qui ont été faits pour qu'on continue de nourrir Mon Espace Santé de données utiles. Où est-ce qu'on en est concrètement? Bien évidemment, je pense que c'est quelque chose qu'on vous partage depuis plusieurs années maintenant. Notre premier enjeu, c'est d'atteindre cette masse critique de documents de santé pour qu'on casse le mythe, entre guillemets, du le mythe des DMP vides. Maintenant, on a atteint cet objectif, il est plutôt derrière nous, puisqu'on avait déjà atteint la cible de 250 millions de documents par an en début d'année. Là, si on prend un peu la rétrospective de l'année, donc on a une progression qui continue, qui se confirme dans chacun des couloirs tout au long de l'année. Alors, on voit un petit décrochage en novembre et on va faire un zoom après sur chaque secteur. Qui s'explique vraiment à 90% à cause d'une chute de la biologie médicale. Mathieu, je pense qu'il reviendra assez longuement. Et il y a un petit effet qui est quand même important à partager, notamment en médecine de ville, sur le nombre de jours ouvrés, le mois de novembre ayant des congés. Mais donc, ce qui est important de noter, c'est qu'on est quand même sur une dynamique continue. Maintenant, notre obsession, ça va être de dire il faut qu'on continue. On ne peut pas s'arrêter là parce qu'on a quand même une marge de progression. Vous allez le voir dans les chiffres, qui est quand même encore très importante. Et surtout pour qu'on ait une approche extrêmement qualitative, à la fois dans notre capacité à résoudre les problématiques qui
qui bloquent l'augmentation de l'alimentation pour que demain, 100% des couloirs, enfin, les couloirs atteignent 100% du nombre de documents produits qui soient versés. Mais aussi qu'on soit sûr qu'on les verse avec un niveau de qualité suffisant, à la fois dans le contenu et dans les délais. On y reviendra, il y a des sujets aussi de délais, que la donnée elle soit disponible dans des délais qui sont pertinents et non pas 3 mois après, par exemple, la sortie de l'hôpital. Donc, je propose qu'on passe maintenant sur un petit zoom sectoriel avec notamment l'hôpital. Nolwenn, je te donne la main. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Alors, sur l'hôpital, le chiffre clé, donc, c'est 62% des séjours qui donnent lieu à l'alimentation d'une aide de liaison. Hein, c'est le chiffre qu'on suit en particulier pour voir l'évolution de l'alimentation dans le secteur hospitalier. Donc, on progresse. Je ne vais pas revenir sur ce que vient de dire Claire. Il y a encore des marges de progrès à faire. Notamment sur des points clés qu'on a identifiés qui sont notamment la qualification des INS qui peut encore progresser et sur lesquels travaillent, on le sait, hein, l'ensemble des établissements, des délais d'envoi, mais surtout des progrès à faire sur les ordonnances de sortie qui sont très très peu transmises dans mon espace santé et sur lesquelles on pense qu'on peut vraiment embarquer les établissements et améliorer le taux d'alimentation. Et puis encore du faire connaître, en fait, faire connaître mon espace santé auprès des professionnels de santé et qui finalement, avec tous les automatismes qu'on a mis, méconnaissent encore l'outil. Et on espère qu'avec tous les travaux, les expérimentations sur l'alimentation aussi, on pourra améliorer ce niveau de connaissance des outils qui sont à leur disposition dans mon espace santé et tout ce stock, cette information documentaire. Voilà, donc encore énormément de choses à faire sur l'hôpital, mais on avance et on est plutôt confiant. Merci Nolwenn. Du coup, on passe au couloir suivant, la médecine de ville. Sandra. Donc en médecine de ville, 8 480 000 documents alimentés au mois de novembre. Donc on pourrait avoir l'impression d'une petite baisse quantitative, mais en fait, comme le disait Claire, il y a un enjeu de jours ouvrés avec 19 jours ouvrés en novembre versus 23 en octobre. Et en fait, quand on se rapporte donc à ces jours ouvrés, on voit une alimentation qui est continue, mais on sait que la prise en charge en médecine de ville est plutôt une prise en charge discontinue. Et donc, l'ensemble de ces alimentations correspondent à 27% des documents produits dans mon espace santé, des documents produits qui sont versés dans mon espace santé, avec désormais 50 000 médecins qui ont alimenté au mois de novembre, sur les 71 600 qui ont touché le forfait structure, donc plus de 2/3 des médecins qui se sont emparés des enjeux numériques. Une belle réussite pour l'officine, avec 2,4 millions de notes de vaccination qui étaient alimentées en novembre, et c'est avec une note de vaccination sur 50% de ces notes de vaccination qui sont désormais dans mon espace santé. Donc, ce qu'on peut dire globalement, c'est qu'on a une progression qui continue depuis maintenant plus d'1 an. En officine, on a donc une belle réussite sur ces notes de vaccination, mais on sait qu'on a encore des enjeux qui restent devant nous autour de la qualification de l'INS. Et donc, par exemple, en officine, cette note de vaccination est une porte d'entrée potentielle. Donc, pour cette qualification de l'INS, mais bon, on a des blocages culturels, on sait, des enjeux d'ergonomie, de moyens d'identification. L'objectif est d'aller chercher encore les professionnels qui ne s'y sont pas mis à ces usages, et surtout que le volume de documents alimentés soit à la hauteur des attendus, qui sont beaucoup plus largement tous les documents produits et pas juste les documents sélectionnés. Du coup, Jean-Marc pour l'imagerie. Bonjour à toutes et à tous. Donc là aussi, le chiffre clé de 35% de compte rendu produits qui sont versés sur mon espace santé. On le voit sur la courbe, après un petit décrochage en début d'année, on est reparti sur une dynamique qui est très positive. Et du coup, ces 35%, on peut en avoir 2 lectures. Première lecture, qui est très positive, c'est qu'on a aujourd'hui une base solide installée. Ça produit, ça alimente, et on a un bon socle d'alimentation. Et forcément, la deuxième lecture, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à aller chercher. On le voit sur la partie déjà volume d'alimentation, il est beaucoup plus élevé en ville. Alors c'est assez logique, puisque la base installée en ville est plus importante. La majorité des comptes rendus sont produits en ville. Et on voit aussi que l'hôpital, il y a quelques éléments structurels qui freinent l'alimentation, qu'on va lever en vague 2 et qui sont d'ores et déjà traités en termes de conception. C'est notamment la téléradiologie. Puisque les comptes rendus de téléradiologie ne remontent pas encore au DMP. Il y a quand même une part importante de ces comptes rendus
à l'hôpital en téléradiologie, et donc ça, ce sera traité en vague 2. Sur les points durs qui restent et qui vont appeler de notre part des actions de terrain en tout début d'année, on va beaucoup se rapprocher du terrain, encore plus que d'habitude, notamment sur les questions d'invisibilité. Là aussi, essentiellement à l'hôpital, mais aussi dans le privé, ces mécanismes qui sont peu connus, pas compris, et certains établissements, certains plateaux techniques, pour rendre les comptes rendus invisibles, ont choisi de débrancher l'alimentation plutôt que d'utiliser les fonctions d'invisibilisation. Donc là, il y a de notre part un gros travail de pédagogie à venir, et aussi de monitorer bien entendu tout ça au travers des chiffres. Et aussi, encore et toujours, des questions d'INS. On y a consacré beaucoup d'énergie, manifestement pas encore assez, puisque ce n'est pas encore complètement compris, assimilé et intégré dans les organisations. Donc, ce qu'on voit en conclusion sur l'imagerie, c'est que techniquement, c'est très rassurant, ça fonctionne bien, que ce soit en ville ou à l'hôpital, qu'on retombe sur des questions d'organisation, des questions humaines et des questions un petit peu fines, comme je l'ai dit, sur la téléradiologie ou l'intégration de l'INS dans les organisations. Voilà ce que j'avais à vous partager pour l'imagerie. Merci Jean-Marc. Et du coup, on passe à Mathieu Faure pour la biologie médicale. Oui, bonjour à toutes et à tous. Côté biologie, un chiffre et finalement des conclusions assez proches de ce qu'on peut avoir en imagerie, avec une progression constante ces 2 dernières années grâce à un énorme travail collectif pour atteindre plus de 10 millions de documents par mois à peu près, ce qui représente 37% là, des documents qui sont produits en ville. Donc on voit bien quand même une masse critique, mais un reste à faire assez important. Et depuis un mois, de façon complètement indépendante des travaux que l'on porte sur le Ségur numérique, une grève d'alimentation du DMP par les biologistes médicaux qui fait qu'on a perdu 50% des CR bio produits ces quelques dernières semaines, donc pour lequel on travaille et on espère bien entendu revenir à la normale d'ici peu. Au-delà de ces enjeux, on a aussi des problématiques métiers assez dures sur lesquelles on essaie de se concentrer là, et notamment pour ce début d'année qui arrive, notamment sur les problèmes persistants d'interopérabilité entre SGL et LGC, où on espère que la vague 2 en résoudra la plus grande partie, mais au-delà de ça, des enjeux en fait de qualification de l'INS, particulièrement lorsque les prélèvements ne sont pas réalisés par les laboratoires, que ce soit à l'hôpital ou en ville, où on a une difficulté à récupérer l'ensemble des traits d'identité permettant la qualification de l'ENS. Comme pour l'imagerie aussi, des enjeux d'invisibilisation de certains documents, où on a commencé là un travail de recensement avec les éditeurs pour voir comment résoudre cela rapidement. Et puis enfin, des problématiques liées à la MSS. Et ça, c'est des travaux que l'on doit porter conjointement avec la Task Force Médecine de Ville. Donc en résumé, un bilan qui est quand même plutôt positif au regard de ces 2 dernières années, de là où on vient, mais on voit bien encore pas mal d'éléments encore crantés dans les mois qui arrivent. Merci Mathieu. Et du coup, pour le médico-social, Odile ou Didier? Sur slide, ouais. Alors, c'est pas grave. Pour le médico-social, on n'est pas exactement comme pour les couloirs qu'on vient de voir sur des enjeux de masse critique d'alimentation, bien que là aussi, des premiers chiffres arrivent et on est assez satisfait. On a de ce démarrage, on est à quelques jours de la fin de la vague 1 qui était prévue initialement le 19 décembre. Et ce qu'il faut retenir, c'est que vu l'avancement un peu du déploiement et de ces prestations, on a annoncé il y a maintenant quelques semaines le fait que cette échéance allait être repoussée de quelques mois afin de garantir que l'on ait vraiment 95% de l'ensemble des commandes qui ont été passées de prestations Ségur qui soient assurées, et donc la nouvelle date de fermeture du guichet prévue est celle du 17 avril 2025, avec, à l'instar de ce qui a été fait en vague 1, l'intégration d'un nouveau jalon de date de fin des prestations, la date limite pour réaliser l'ensemble des éléments des prestations Ségur, qu'elle est, elle, au 19 février 2025. Je ne sais pas si, Odile, tu souhaites compléter mon propos. Non, vas-y, c'est parfait.
Alors voilà, on a évoqué justement un petit peu l'état d'avancement sur l'alimentation, les enjeux par couloir. Et maintenant, où est-ce qu'on en est sur la consultation DMP? Qu'est-ce qu'on peut dire un peu notamment chez les professionnels de santé? Qu'est-ce qu'on peut partager comme retour d'expérience à ce stade? Inès? Oui, bonjour à toutes et à tous. Du coup, effectivement, sur la partie consultation, on a des premiers professionnels qui commencent à consulter, qui en parlent à leur pairs, ce qui contribue à créer une véritable synergie positive autour de la consultation, et les chiffres que vous avez à l'écran en témoignent. Donc, simplement pour rappel, on a 2 canaux qui permettent de consulter aujourd'hui, donc le portail web PS DMP, et pour les professionnels en ville, la consultation intégrée depuis leur logiciel de cabinet est possible depuis le référencement vague 1, et ce sera possible pour les professionnels de santé à l'hôpital avec la vague 2. Donc, en termes de consultation, on a une pratique qui reste encore modeste, mais qui vu le retour terrain, montre qu'il y a un vrai intérêt des professionnels de santé qui perçoivent vraiment la valeur métier de cette consultation. Et donc ça se traduit à travers un certain nombre de chiffres, notamment le fait que sur cette dernière année, le volume de documents consultés a doublé depuis novembre 2023, avec une fréquence de consultation qui s'est véritablement accélérée ces derniers mois, avec une augmentation du nombre de documents consultés qui atteint les plus 41% entre septembre et octobre 2024. Si on regarde de manière globale sur l'ensemble des DMP, on a 1,3 million de DMP qui ont été consultés sur les 12 derniers mois, avec 2,9 millions de documents consultés. Voilà. Donc, on voit vraiment qu'il y a une attente, un intérêt, et ça se traduit à travers des fréquences de consultation qui s'accélèrent vraiment sur les derniers mois de l'année. Donc aujourd'hui, le principal vivier, si je puis dire, des professionnels de santé qui consultent, il se situe en ville, puisque on a a priori 30 000 PSL qui ont consulté au moins un document. Et ça s'explique par le fait que, techniquement parlant, c'est plus facile pour eux puisqu'ils peuvent consulter intégrés depuis leur logiciel de cabinet. Pour autant, à l'hôpital, comme je disais, il y a une vraie attente des professionnels de santé. Et même si la consultation intégrée n'est pas encore disponible, pour autant, ces professionnels de santé ont perçu l'intérêt métier de la consultation et passent par le web PS DMP pour pouvoir consulter l'espace documentaire de Mon Espace Santé. Et on a, par exemple, 100 000 documents qui ont été consultés en un an à l'hôpital, avec près de 17 000 documents sur le seul mois d'octobre 2024. Si on regarde les types de documents consultés, donc bien en premier lieu les comptes rendus d'examen biologique, ensuite les prescriptions de médicaments et enfin les comptes rendus de consultation. D'ailleurs, cette dernière typologie fait partie de la vague de Ségur à l'hôpital et est intégrée également à travers les indicateurs d'usage du programme Open2. Et donc, pour préparer cette consultation à l'hôpital, on a en avril démarré une expérimentation qui s'est clôturée au mois de novembre dernier autour des usages de la consultation de l'espace documentaire de Mon Espace Santé en établissement de santé. Et cette expérimentation, elle a mobilisé 18 structures réparties sur 7 régions pilotes. Donc, on était vraiment dans une logique de mettre en place une expérimentation organisationnelle, puisque les solutions techniques qui permettent la consultation intégrée ne sont pas encore disponibles. Pour autant, on souhaitait vraiment, en avance de phase, pouvoir identifier les parcours concrets, les typologies d'utilisateurs pour qui la consultation de ces documents présentait le plus de valeur, identifier également les retours sur le contenu de Mon Espace Santé, et enfin identifier également les leviers d'adhésion et les points de blocage, puisqu'on a bien conscience qu'avec la consultation, on vient toucher de grands enjeux organisationnels et qu'à ce titre, en établissement, ça nécessitait de se préparer dès à présent sur l'arrivée de cette consultation. Et donc, en termes d'enseignement, on les a présentés lors d'une journée dédiée le 25 novembre dernier. Et je vous invite à aller regarder le retour d'expérience qui est disponible en replay sur la page de l'ANS. Mais voilà, c'est une expérience hyper positive puisque à l'issue de cette expérimentation, les professionnels de santé qui ont été mobilisés, à 100%, ces derniers, en fait, déclarent poursuivre la consultation de Mon Espace Santé une fois que l'expérimentation sera terminée, car ils y ont vu vraiment qu'il y avait une valeur ajoutée dans la prise en charge de leurs patients et au-delà de eux-mêmes continuer à consulter,
ils la recommandent également à hauteur de 100% auprès de leur pairs. Et on a 80% des professionnels de santé qui faisaient partie de cette expé qui ont jugé que les documents qui étaient contenus dans mon espace santé correspondaient à leurs attentes et étaient plutôt qualitatifs. Un verbatim qui exprime tout ça, c'est, par exemple, dans notre unité, la consultation de mon espace santé est devenue la règle, ce qui montre que, voilà, dès lors qu'un professionnel de santé commence à consulter, il acquiert un réflexe et ce réflexe, du coup, il en parle à ses pairs et c'est ce qui crée véritablement un effet boule de neige auprès de l'ensemble de l'établissement. Voilà, sur les documents les plus consultés, ça fait un petit peu écho à ce que je viens de vous dire précédemment. Donc, on va retrouver les lettres de liaison de sortie, les comptes rendus de consultation, les ordonnances, les comptes rendus de biologie et les comptes rendus d'imagerie. Et on a quand même des professionnels de santé qui ont des attentes un peu plus fortes sur des documents qu'ils ont retrouvés en moins grand nombre et en particulier les directives anticipées et les historiques de remboursement, ainsi que les informations sur les cercles de soins. Donc voilà, donc une expérimentation qui est de bon augure, on va dire, pour l'arrivée de la consultation intégrée à l'hôpital. Pour autant, on a identifié un certain nombre de défis à relever. Sans rentrer dans le détail de ces défis, je vous en donne quelques-uns. Donc, l'intégration logicielle qui est attendue avec l'arrivée de la vague 2 à l'hôpital, le fait de faciliter l'authentification forte des professionnels de santé pour pouvoir consulter des DMP, l'ouverture à la consultation des secrétaires médicales qui jouent un rôle clé dans la prise en charge, en préparation des consultations notamment, et également des professionnels de santé qui souhaitent qu'on réfléchisse collectivement à la capacité de proposer des modalités de recherche intelligente à partir des documents contenus dans mon espace santé. Merci. Écoutez, moi, j'ai le rôle de vous faire la transition entre les deux parties. Alors, pour ceux qui nous suivent le plus régulièrement, vous allez voir, il y a des éléments communs qu'on répète un peu à chaque fois et puis il y a des éléments nouveaux. Le premier, nous, ce qu'on pense assez important, c'est de garder le cap sur la stratégie. Ce que vient nous être présenté là sur l'hôpital, ça confirme qu'on est probablement plutôt dans le vrai, même s'il y a encore à confirmer. Et donc, cette stratégie en 3 temps, là, le temps 1, l'opt-out, c'est passé, ça s'est bien passé. Le temps 2, l'alimentation, c'est passé, ça s'est bien passé. Il reste encore à progresser. Et puis, le temps 3 qui est maintenant devant nous, la consultation intégrée, travailler sur les irritants. Et donc, voilà, nous, on se dit, c'est hyper important de garder cette cohérence, garder le cap. C'est un peu pénible pour ceux qui nous suivent maintenant depuis le tout début, mais on pense que c'est cette cohérence aussi qui est le garant finalement du succès du programme. Le deuxième point, on le redit un peu à chaque fois, donc je vais le moduler. Enfin, en tout cas, ça fait au moins un co-suit, peut-être 2 qu'on le dit. C'est le moment de remettre de l'énergie, c'est notamment le moment de remettre de l'énergie pour tous ceux qui sont concernés par les dispositifs qui sont en pré-publication, qui doivent sortir vraisemblablement sous un mois ou un mois ouvré avec les fêtes. Notamment, là, on sait qu'il y a des nouveaux éditeurs qui vont rentrer dans le dispositif sur la Dreambox, qui n'ont pas forcément l'habitude de planifier, anticiper. C'est un programme qui est extrêmement phasé. On a beaucoup d'éditeurs qui sont arrivés un petit peu, je dirais, en limite de deadline sur la vague 1. Donc, anticiper les deadlines, travailler sur… Nous, on sait qu'il y a des éléments de difficulté dans le contenu de ces référentiels d'exigence là, donc travailler dessus, la SSI, ProSanté Connect, la stabilité des logiciels, c'est un point clé, on l'a vu sur la vague 1. Donc voilà, tous ceux qui sont concernés là sur la partie imagerie au sens large, la Dreambox et le RIS, faut vraiment y aller maintenant, attendez pas que ça soit publié, il n'y aura pas de mystère, ça sera en janvier et vous pouvez commencer vraiment à lâcher les gaz. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je pense qu'il y en a qui ont commencé depuis longtemps. Le troisième point, on pense que c'est assez important. Il y a eu énormément de change là sur les 2 dernières années. On est passé, on l'a dit, d'un parcours de soins pas connecté à un parcours de soins maintenant qui commence à l'être vraiment très sérieusement. Énormément de changements dans tous les logiciels, en ville, à l'hôpital. On a le sentiment qu'il y a un besoin maintenant de consolider l'édifice. Ça a beaucoup bougé. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans les logiciels, dans les pratiques. Maintenant, on a besoin de consolider l'édifice sur lequel on est pour qu'il n'y ait plus de retour en arrière possible. Alors, j'ai mis un exemple, mais il y en a vraiment des tas d'autres. On sait qu'il y a certains couloirs sur lesquels on manque de visibilité et on manque de monitoring. Alors, l'imagerie en faisait partie. Je crois que la ville, vous verrez, en fera partie également. Et donc, sur ces éléments-là, par exemple, on va aussi compter sur les éditeurs pour travailler sur ce monitoring, parce qu'on pense que c'est un élément important. L'ensemble de ce système, en fait, il ne fonctionnera pas si on n'est pas collectivement impliqué dans sa surveillance.
Voilà. Ensuite, l'avant-dernier point, c'est les irritants. Alors, je pense que déjà là, depuis une grosse demi-heure maintenant, vous l'avez suivi. On a l'INS qui ressort très régulièrement. On sait que l'information, l'opposition, le consentement du patient, tout ça, ça va être des très, très, très gros enjeux qui vont arriver. L'usage de ProSanté Connect, les balles MS Santé. Et c'est des enjeux qui vont être adressés à la fois à travers la vague 2, mais on pense qu'il y a probablement d'autres moyens pour aller adresser ces enjeux. Donc, ça va faire collectivement, même presque au-delà du Ségur, pour la DNS, pour l'assurance maladie, pour l'Agence du numérique en santé, ça va faire partie de nos enjeux là, des 2-3 années qui vont arriver, travailler sur ces irritants et essayer de trouver des moyens pour faciliter les usages. Et puis finalement, on continuera de le faire. Je pense que maintenant, vous le savez. On essaiera de vous dire quand ça marche pas, quand on est un peu plus lent, quand on est un peu plus rapide. Et donc ça, on ne changera pas. Voilà. Merci Olivier. On arrive du coup sur la deuxième partie, si j'arrive bien. On arrive dans la deuxième partie, on est bien dans les temps de cette présentation et on va regarder maintenant se projeter dans un futur proche d'abord et puis dans un futur un peu moins proche également, faire un peu le point de justement où on en est sur cette deuxième vague, les premiers dispositifs déjà parus à l'hôpital, à l'imagerie, ceux qui sont sur le point de paraître. Quels sont les défis qu'on a devant nous, où est-ce qu'on en est, et puis également regarder les programmes d'aide aux usages. Donc voilà un petit peu sur ces sujets. Je propose la parole à Jean-Christophe Turbat pour faire le point sur le lancement de la vague 2. Avant ça, vous rappelez un peu les éléments, comment on a construit et comment on envisage un petit peu la pyramide de Maslow du Ségur du numérique. Et il y a un certain nombre d'étages qu'il nous faut impérativement adresser. D'abord, au premier rang desquels, d'abord, les questions de sécurité et de généralisation d'identification des facteurs, de l'identification à deux facteurs. On commencera par ce sujet avec Christophe Matler dans un instant, qui nous parlera de l'actualité sur le programme CARE et HospiConnect. On regardera où on en est sur le déploiement de l'équipement des logiciels. Donc, c'est la vague 2, c'est là où je te passerai la parole, Jean-Christophe, dans un instant. On fera le point sur les usages numériques avant de terminer sur les différents irritants que tu évoquais à l'instant, Olivier. Et du coup, Christophe, pour faire le point sur... Christophe Matler, non ? Tout à fait. Je te laisse la parole pour faire le point sur CARE. Merci beaucoup, Vincent. Donc, juste rapidement, vous rappeler que le programme CARE s'articule autour de 4 axes qui sont un axe de gouvernance, un axe de ressources, un axe sur la sensibilisation et un axe sur la sécurité opérationnelle. On ne va pas s'attarder dessus, on va passer à la slide suivante pour parler un peu plus dans le détail de ce qui est prévu sur cet axe sécurité opérationnelle et qui constitue, on va dire, le gros du financement qui est apporté autour du programme. Donc aujourd'hui, on a un domaine qui est en cours autour des annuaires techniques, expositions sur Internet des établissements. Donc on a un certain nombre d'actions qui sont lancées par les établissements pour renforcer cette partie, donc la sécurité de l'Active Directory et le fait de ne plus avoir de vulnérabilité critique exposée sur Internet. Donc les travaux sont en cours jusqu'à 2025 vont évidemment être mis en parallèle ensuite avec d'autres domaines. Donc, le suivant, qui va être autour de la stratégie de continuité et de reprise d'activité, qu'on va lancer très prochainement, donc avec un focus sur la construction des plans de continuité d'activité et sur la sécurisation des sauvegardes qui sont encore trop souvent malheureusement compromises ou incomplètes lors des attaques récentes qu'on a pu observer. Un domaine important va arriver ensuite concerne l'accès à distance. Et donc, dans ce domaine-là, on traitera à la fois des accès des salariés. Le télétravail, c'est très largement généralisé dans les établissements avec un enjeu de sécurisation de ces accès, mais aussi des accès en télémaintenance qui concernent beaucoup les éditeurs et arriver à trouver le juste curseur entre le maintien en sécurité des deux parties qui sont l'établissement et l'éditeur et les obligations réglementaires. Un peu plus tard arrivera un domaine sur les postes de travail et la supervision. Et on va faire un focus maintenant sur HospiConnect. Donc HospiConnect qui a pour objectif d'accélérer dans les établissements
l'adoption de moyens de sécurité qui soient conformes pour l'identification des professionnels de santé. Donc, sur la slide suivante, on va rappeler un peu où on en est sur Hospi Connect. Donc, il y a eu un premier appel à projet qui a été lancé en début d'année, où donc on a 15 lauréats sur 23 candidats. Donc, c'est des candidatures d'établissements associés à des industriels pour arriver à démontrer un certain nombre de cibles autour de la sécurisation de ces moyens d'identification. Donc l'objectif de cet appel à projet, pourquoi on est passé par cette phase-là, c'était d'arriver à qualifier un certain nombre de solutions, à la fois techniques, donc sur un versant notamment autour des outils du MFA, de SSO, des supports, mais aussi organisationnel, puisqu'en fait, il y a un véritable enjeu, on va le voir, de sécurisation des cycles des identités. De l'autre côté, cet appel à projet, il a aussi vocation à permettre à l'ANS de tester les dispositifs organisationnels côté ANS et techniques permettant de répondre à ces enjeux-là, notamment évidemment le test des nouveaux MIE déployés par l'ANS, donc la carte CPS et la ICPS, mais également des processus cibles qui permettront généralement au niveau national d'atteindre un niveau EIDAS substantiel. Les premières conclusions aujourd'hui de ces travaux-là, on va y revenir un peu après, c'est qu'il y a un gros travail à faire sur la gestion du cycle de vie de l'identité des professionnels, puisque aujourd'hui, ces cycles est très variable dans les établissements. Là, on parle de gestion de l'identité notamment, et avec un appui sur les processus RH qui est parfois complexe, avec évidemment de la gestion de personnel comme des intérimaires, des vacataires, etc. Des professionnels qui sont des professionnels à ordre, qui ont une autorité d'enregistrement au niveau national qui est leur ordre, et à côté de ça, des professionnels à rôle, pour qui on doit trouver d'autres solutions. Et évidemment, derrière, l'enrôlement des moyens d'identification doit être associé à cette identité locale et elle-même rapprochée d'une identité nationale. Donc voilà, aujourd'hui, ce circuit-là extrêmement important à fouiller et donne beaucoup de travail aujourd'hui aux établissements qui sont dans la phase pilote. Le deuxième sujet, c'est qu'avec ce renforcement de la sécurité, on doit travailler en parallèle à un apport de valeur ajoutée pour les professionnels de santé. Évidemment, il ne faut pas que cet ajout de sécurité devienne un frein qui pourrait provoquer des manœuvres d'évitement derrière. Et notamment, on fouille des initiatives intéressantes avec des supports multifacteurs qui soient adaptés à l'exercice professionnel et en fonction du métier parfois. Pour aller dans la suite sur le détail de ce qui est prévu maintenant, alors évidemment, on s'appuie sur ces premiers travaux. On va passer à la slide suivante. Vincent, merci. Donc, pour expliquer maintenant dans quelle logique on s'inscrit, évidemment, c'est celle du Ségur. Et donc là, on a un certain nombre de cas d'usage, nous, qu'on va aller maintenant fouiller et sur lesquels on se challenge sur ce qu'on doit fournir en termes organisationnels et techniques. Donc aujourd'hui, ces cas d'usage, ils sont décrits ici. On a un professionnel qui est inscrit au RPPS, il a son MIE. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite atteindre, c'est de pouvoir accéder sans réauthentification systématique, au moins au dossier patient de l'établissement, au DMP, aux applications du SIH, si possible, à travers une application SSO, à l'état de l'art, évidemment, et enfin à des applications externes, comme les Dreambox, via le dispositif ProSanté Connect. Donc aujourd'hui, les retours d'Hospi Connect Alpha nous ont permis de nourrir ces scénarios-là. Donc comme je l'ai dit, on a un véritable enjeu à améliorer cette gestion des identités locales et leur rapprochement auprès des identités nationales. Ensuite, de s'assurer de la conformité des MIE au référentiel d'identification électronique et à ces trajectoires qu'on poursuit d'atteindre un niveau EIDAS substantiel. Donc ces MIE, aujourd'hui, ils sont essentiellement autour des cartes CPS ou ICPS. Il y a des alternatives qui peuvent être fouillées, qui demandent parfois une homologation locale, donc ça aussi c'est un enjeu. Évidemment, une demande de fournir un MIE de type carte CPX à des professionnels qui ne sont pas au RPPS, donc des fonctions support notamment, sous forme d'un enregistrement national auquel on pourrait procéder au niveau de l'établissement, qui serait donc autorité d'enregistrement pour ces professionnels. Et enfin, de tester les configurations. On a parlé d'usage tout à l'heure, c'est bien ça, aller tester des configurations qui soient adaptées à l'exercice, par exemple avec des sessions nomades, du mode sans contact, etc. Ou évidemment la partie d'adossement du référentiel d'identification local de la structure auprès de ProSanté Connect, ce qu'on appelle le FI tiers, et qui permettrait de s'appuyer sur cette identification locale pour bénéficier de l'authentification de ProSanté Connect.
Sur les DPI, on doit à travers ça arriver à permettre l'accès en mode air simplifié. Et évidemment, le connecteur OpenID Connect, donc là qui est une solution technique, ouvre en fait la porte à beaucoup de solutions d'authentification que j'ai dit à l'état de l'art tout à l'heure sur des SSO modernes et donc avec une mise en compatibilité relativement aisée de la plupart des outils récents. Sur l'année qui vient, on a un ensemble d'évolutions qui sont prévues. La première, c'est de faire évoluer l'offre ANS, donc avec d'une part ProSanté Connect et d'autre part une offre autour des cartes CPS, puisqu'on va avoir à l'arrivée en phase industrielle des cartes CPS V4. Et puis les travaux pour arriver à faciliter ce cycle de gestion de l'identité avec des travaux autour du référentiel RPPS, du référentiel d'identité Pro Santé Connect, qu'on appelle RIPSC, des travaux sur l'auto-enregistrement à travers l'appui sur l'identité de France Connect Plus, qui nous donne déjà une identité de qualité et donc simplifie le travail d'enrôlement initial. On va pas repasser le détail de toutes les tâches, mais aussi des questions autour de la commande des cartes CPS. Et l'amélioration de la gestion des MIE avec ProSanté Connect, avec la solution MaCPS qui existe déjà mais qui doit être étendue, notamment aux alternatives à la carte CPS comme les clés de sécurité FIDO. Donc pour suivre tout ça, on aura un webinaire de retour d'expérience sur la phase alpha construit avec les différents lauréats sur le premier trimestre. Et le prochain dispositif de financement qui est en cours de construction sera probablement ouvert sur le deuxième trimestre, avec en priorité la montée de la qualité métier de ces répertoires d'identité locale et le déploiement de MIE de facteurs dans les établissements, si possible en SSO, encore une fois, pour amener de la valeur ajoutée auprès des professionnels. On va lancer dans les prochains jours un questionnaire sur la maturité et les choix des MIE, notamment sur le choix qu'ils entendent faire. Est-ce qu'ils veulent se tourner vers une carte CPS ou plutôt vers une alternative, afin justement de dimensionner un peu mieux ce dispositif de financement. Et on construira en parallèle des boîtes à outils de déploiement. Il n'y a pas vraiment de guide à proprement parler, puisque chaque situation est assez différente, avec des structures qui ont des gestions d'identité évidemment très variables selon qu'elles ont 100 salariés ou 5000. Des solutions techniques parfois qui sont compatibles ou pas avec certaines alternatives. Et donc, on va plutôt fournir des boîtes à outils qui permettront, en fonction des cas, de nourrir ces travaux-là de stratégie de mise en place des MIE. Et en parallèle, évidemment, on va poursuivre les expérimentations sur la partie FITIère que j'ai évoquée tout à l'heure, et notamment des travaux avec l'ANSSI qui sont encore en cours. Merci. Et je crois que j'ai fini. Merci Christophe pour tous ces éléments d'actualité sur Hospi Connect. Et du coup, on passe au deuxième étage de cette pyramide. On va maintenant parler de la vague 2. Avant de regarder dans le détail où on en est dispositif par dispositif, peut-être vous rappeler très rapidement le cœur de la vague 2, ce qui est transverse, la philosophie de la vague 2, là où la vague 1 était très centrée, finalement, très orientée au service des usagers et des patients. On a une vague 2 résolument orientée vers des fonctionnalités clés pour les professionnels de santé autour de 4 grandes briques. La première, c'est faciliter l'accès à l'information disponible sur mon espace santé avec des éléments que l'on retrouve, qu'on retrouvera dans tous les dispositifs, notamment comment est-ce que l'on peut savoir sans clic si le patient dispose d'un profil de mon espace santé et si son accès est autorisé, connaître sans clic le contenu du profil de mon espace santé. Est-ce que visuellement, comment est-ce que l'on peut vraiment être au courant de cette actualité sur chacun des dossiers qu'un professionnel de santé va consulter depuis son logiciel son logiciel de professionnel. On aura donc les fonctionnalités de consultation lorsque cela sera possible, avec en établissement de santé une authentification par air simplifiée. Christophe en vient d'en parler, et puis pour les professionnels de la ville, un accès facilité via l'API sécurisée par ProSanté Connect. La vague 2, c'est aussi l'accès à l'imagerie médicale avec le déploiement d'un réseau national de plateformes de partage d'images, de passerelles de partage d'images, les fameuses Dreambox. On reviendra dessus prochainement, mais c'est vraiment une grande nouveauté et une nouvelle
fonction très, très, très attendue. La vague 2, c'est aussi l'intégration des documents de santé reçus par SMS, pardon, par MSS, par messagerie sécurisée de santé, et de façon à pouvoir classer simplement et assurer au maximum l'interopérabilité des différents logiciels avec l'ensemble des opérateurs de messagerie. Et puis enfin, la vague 2, ce sont des fonctionnalités clés de la vague 1 que l'on va améliorer. Là aussi, on a parlé de la qualification de l'INS, on a parlé également de l'envoi systématique et sécurisé des documents vers mon espace santé. On va, avec la vague 2, améliorer tout cela. La vague 2, c'est aussi des évolutions sur la philosophie et sur la méthode. On reste toujours dans l'esprit de ces systèmes ouverts et non sélectifs d'achat pour le compte de tiers, avec un investissement très significatif des pouvoirs publics dans cette vague 2. Lorsque l'on regarde un petit peu de façon très macro, on a vraiment un effort fait par les pouvoirs publics très conséquent sur l'ensemble des couloirs, ce qui permet d'assurer une logique de reste à charge zéro pour l'ensemble des clients, qu'il s'agisse des établissements de santé ou des professionnels de santé, des dispositifs qui sont ouverts à tous les établissements et à tous les professionnels, y compris ceux qui n'ont pas pu bénéficier en vague 1 des premières prestations Ségur. Et puis, toujours une logique que l'on souhaite cadencer par des jalons, par un calendrier, afin d'emmener là aussi l'ensemble de l'écosystème à suivre un rythme collectivement. Et donc, on a toute cette mécanique à travers des dates limites pour passer des commandes, des dates limites pour passer, pour réaliser les prestations et pour déployer complètement ces mises à jour. Cette logique-là, c'est celle qui nous a permis de faire basculer l'ensemble de l'écosystème par vagues successives en vague 1, et on le retrouve là aussi en tenant compte de tous les enseignements que l'on a pu tirer de la vague 1. On s'améliore là aussi avec les procédures SONS pour tenir compte à la fois des retours que les professionnels ou que les éditeurs ont pu nous remonter, aussi bien dans le parcours de référencement, dans le parcours de financement, mais également dans la qualité des logiciels, avec cette introduction d'une phase pilote pour un grand nombre de dispositifs SONS avant la généralisation des déploiements de ces solutions. Enfin, dernière nouveauté, dernier fait marquant pour la vague 2, c'est un élargissement, une extension du périmètre. On l'a vu là récemment avec l'imagerie, on adresse de nouveaux professionnels de santé comme la médecine nucléaire, mais au-delà de ça, on a des dispositifs nouveaux comme la Dreambox, des populations de professionnels nouveaux à travers les sages-femmes, les paramédicaux, les chirurgiens dentistes, en plus de ceux que l'on connaissait, qui existaient déjà et qui étaient déjà adressés et ciblés en vague 1. Alors, où est-ce qu'on en est, Jean-Christophe, maintenant sur ce démarrage de la vague 2, notamment à l'hôpital? Oui, effectivement, tu l'as dit, Vincent, ça y est, c'est parti, avec des dispositifs qui sont publiés maintenant depuis le mois de mai, notamment pour l'hôpital et pour les dispositifs dossiers patients informatisés et plateformes d'intermédiation. On se retrouve pour le dossier patient informatisé avec 34 dossiers qui sont aujourd'hui en cours de référencement vague 2 et 26 pour la PFI, avec d'ores et déjà, pour la PFI en particulier, un dossier d'ores et déjà référencé. On se retrouve aujourd'hui sur quelque chose d'assez marquant parce qu'on note une évolution de l'offre éditeur et par conséquent, bien qu'en nombre, on soit assez proche de ce qu'on observe sur la vague 1, on compte plusieurs nouveaux entrants en vague 2 sur les deux dispositifs et c'est quelque chose que je voulais souligner. Alors évidemment, une vague 2 qui démarre, un accompagnement qui doit s'organiser et se structurer avec le besoin d'embarquer les acteurs de terrain. Alors évidemment, vous retrouvez des dispositifs qu'on a l'habitude d'utiliser avec les webinaires, les supports dédiés aux établissements, les expérimentations diverses, notamment en termes de consultation sur mon espace santé, les temps d'échange qui sont nécessaires notamment avec les régions. Je pense au GRAD, aux ARS, au réseau assurance maladie pour justement répondre à l'ensemble des questions qui remontent du terrain et puis des diverses ressources, notamment documentaires, qui existent déjà et qui sont encore à venir.
Donc, un accompagnement acteur sur le terrain qui se densifie, j'ai envie de dire, et qui évidemment va se poursuivre tout au long de l'année 2025. Et puis, au travers de cet accompagnement, il y a aussi l'enjeu de bien comprendre et de maîtriser les exigences ainsi que les processus de référencement et de financement qui peuvent être parfois un peu plus complexes à aborder par rapport avec la vague 1. Et de la même manière que ce que je viens d'évoquer juste avant, on ira sur des séances questions-réponses au travers de replays sur le site de l'ANS, des webinaires évidemment, et puis une FAQ qui sera complétée au fur et à mesure des questions qui nous seront remontées et évidemment des réponses que nous apporterons. Vous l'avez compris, un dispositif qui reste flexible, qui doit s'adapter, c'est notre obligation, s'adapter aux besoins identifiés au fil de l'eau et à l'écoute des demandes à la fois des éditeurs, mais également de l'ensemble des bénéficiaires de cette vague 2. Alors, ce qui est important à noter, et c'est écrit sur la droite de cette slide, c'est qu'au T1 2025, on a une bascule vers le nouveau titulaire du marché DMP, Mon Espace Santé, qui occasionnera des fermetures ponctuelles de guichets, mais ça, on en parlera peut-être un peu plus précisément, Vincent, le moment venu, notamment lorsqu'il s'agira d'homologation de DMP au CNDA. Il y aura une communication de l'assurance maladie ces prochains jours sur les conséquences de cette migration pour les éditeurs. Et évidemment, compte tenu de cette période d'indisponibilité, notamment au CNDA, le ministère, je ne vais pas parler pour le ministère, mais en tout cas, on procédera aux adaptations réglementaires nécessaires si d'aventure il devait y en avoir. Voilà. Et un point supplémentaire, je crois que l'assurance maladie a prévu un webinaire également le 16 janvier pour présenter justement les impacts. Donc voilà, je tiens à dire en complément, mais c'est valable aussi pour l'imagerie, c'est la prochaine slide, c'est qu'on observe une très belle mobilisation des éditeurs sur la partie hôpital, parce qu'on le voit sur le référencement. On a des retours qui sont assez positifs sur les modalités d'adaptation de l'outillage en termes de référencement. On est passé de Win.io à Convergence pour ceux qui l'ont connu, et on a des retours assez sympas sur la façon dont les choses s'opèrent sur Convergence. Et évidemment, puisque nous sommes dans un cycle d'amélioration continue, on attend évidemment les retours de la part des éditeurs pour évidemment améliorer tout ça. Concernant l'imagerie, des dispositifs qui ont été prépubliés au mois de novembre à la suite d'une phase qui a été dense, nourrie, peut-être un peu longue, mais en tout cas nécessaire avec l'ensemble de l'écosystème. Aujourd'hui, vous avez l'ensemble des documents qui sont à disposition sur ce couloir imagerie, à la fois pour le RIS et pour la Dreambox. Vous avez le lien qui est indiqué sur la slide. Donc, vous, éditeurs, vous avez désormais l'ensemble des éléments qui sont mis à votre disposition. Et comme l'a évoqué tout à l'heure Olivier, vous pouvez d'ores et déjà lancer les développements et on croit savoir que bon nombre d'entre vous l'ont déjà fait sur le RIS et sur la Dreambox. Ce sont des dispositifs, en tout cas ces dispositifs sont les premiers à inclure une connexion à certains services socles, DMP et évidemment INSI par l'API ProSanté Connecté, on en parlera juste après, dans le cadre d'un nouveau référentiel qui est le référentiel ProSanté Connect, qui, je le rappelle, a été publié le 24 avril dernier. On intègre dans ces dispositifs de publication une prestation d'installation de la mise à jour, mais également une prestation de run, et c'est la grande nouveauté qui permet finalement d'aller vérifier et de garantir la performance du logiciel installé en production pour le bénéficiaire du sens. Et puis les prochaines étapes, c'est finalement la confirmation de tout ça via la publication au journal officiel, avec un arrêté ministériel qui marquera donc le début officiel de ces deux dispositifs que sont le RIS et la Dreambox, vraisemblablement début janvier 2025. Et puis des différents services qui donc du coup vont ouvrir ensuite progressivement. Et on peut d'ores et déjà vous annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, l'environnement de test, qu'on appelle communément le bac à sable de confiance ProSanté Connect, Joachim en parlera certainement juste après, ouvre dès aujourd'hui. Sur le mois de mars, vous observerez l'ouverture des guichets Ségur et ProSanté Connect à l'ANS et via la plateforme Convergence que j'ai évoquée tout à l'heure. Et puis les homologations CNDA qui vont suivre avec l'homologation au téléservice INSI en version API ProSanté Connecté courant T1 2025, vraisemblablement pour le mois de mars, et l'homologation DMP programmée fin T2 2025 pour tenir compte des opérations de bascule dont je viens de parler précédemment, et il y aura donc cette communication ultérieure. Voici en synthèse. Merci pour ces éléments sur l'imagerie. Peut-être pour poursuivre sur l'imagerie, Joachim, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le bac à sable qui vient d'ouvrir
On t'entend pas, tu dois être mute. T'entends pas. C'est peut-être que toi, tu as désactivé tous les micros. Un instant. Ouais, vas-y, tu peux, en attendant que Joachim, je vais me permettre de prendre le relais. Je serai évidemment moins précis que toi. Tu es l'expert de ce sujet-là. Sur la vague 2, j'ai évoqué très rapidement, s'agissant de l'imagerie, le sujet du bac à sable. Donc, je vous confirme effectivement, et Joachim, n'hésite pas à me dire dès lors que tu as repris la parole. Non, vous m'entendez? Ah, Non. ça y est. Ah, d'accord. Eh ben, dites donc, la technologie, des fois. Excusez-moi, hein, je suis désolé, j'ai redémarré. Oui, alors, donc en fait, c'était pour vous annoncer en fait un sujet sur lequel on parle depuis un petit moment, hein, comme tu l'as rappelé, Jean-Christophe. Donc aujourd'hui, dès maintenant, d'accord, dès maintenant, on ouvre un parcours bac à sable, d'accord. Donc ça, c'est l'annonce. L'annonce fait foi d'ouverture. Alors, elle définit un périmètre de preuve minimal qui permet à un éditeur d'accéder aux environnements de test du CNDA. Elle s'appuie sur un sous-ensemble de preuves du guichet PSC. Ce n'est pas le guichet ProSanté Connect cible, c'est un sous-ensemble. D'accord. Le parcours bac à sable, ce parcours bac à sable sera terminé dès l'annonce de l'ouverture du guichet ProSanté Connect cible. D'accord. Ça sera une communication spécifique. OK. Alors, le processus nominal, c'est-à-dire le guichet ProSanté Connect cible, d'accord, d'homologation du CNDA, sera accessible uniquement via le guichet ProSanté Connect, où l'éditeur devra reprendre l'ensemble des étapes, dont celle de vérification du CNDA. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'en gros, le parcours bac à sable ne prévoit pas sur l'habilitation finale. Il faudra refaire l'intégralité du guichet ProSanté Connect quand il sera ouvert pour enfin avoir l'habilitation CNDA. C'est un parcours intermédiaire, on va dire bac à sable, pilote, pour pouvoir tester en l'état les environnements de test qui seront mis à votre disposition. Donc l'accès au bac à sable est ouvert à tous les industriels. Le traitement des demandes de support sera fait dans l'ordre de réception. D'accord ? L'ensemble des informations sont disponibles sur le portail industriel. Donc, vous avez le lien ci-dessous et je vais le poster dans le chat. Donc, c'est ouvert dès maintenant. Vous pouvez aller sur la page en question et immédiatement suivre les préconisations. D'accord ? Alors, je ne peux pas envoyer de message. Merci, voilà, mais on va le reposter et puis encore une fois le support de cette présentation va être publié très rapidement, donc on retrouvera. Très bien, on peut du coup avancer sur le calendrier des prochains dispositifs de la vague 2. On vient de parler de l'imagerie. J'évoquais à l'instant les logiciels de gestion de cabinet, la médecine de ville, avec 2 dates à venir, un retour auprès des éditeurs pour partager un peu l'ensemble des choix qui ont été finalement retenus sur le périmètre des exigences pour cette vague 2 et répondre également au passage à un certain nombre de sollicitations pour lesquelles la fédération d'éditeurs nous avait interpellés. Une séance également un peu similaire tout début janvier pour parler des modalités administratives et financières dont la date sera communiquée dans les prochains jours. Et puis on est pour une prépublication envisagée tout début février sur ce dispositif de logiciel de gestion de cabinet vague 2. Pour revenir sur les autres dispositifs, la salve suivante concernera donc les dispositifs de la biologie médicale, les SGL et les LOINC, l'officine avec les logiciels de gestion des officines et la deuxième partie de la médecine de ville avec les logiciels pour les sages-femmes et les paramédicaux à horizon fin du premier trimestre et début du deuxième trimestre 2025. Les chirurgiens dentistes seront précisés en fonction notamment de l'avancement du chantier tiers payant. On y reviendra dessus, je pense, lors du prochain comité de suivi. Et enfin, la vague 2 du médico-social avec un horizon de prépublication au deuxième trimestre 2025. Voilà un petit peu pour les prochains dispositifs de la vague 2. Et maintenant, je vous propose de faire le point sur les programmes d'encouragement. Sans la parole, en ce qui concerne l'hôpital, à Nolwenn.
Alors, bonjour à tous. Pour le coup, ce sera pas Nolwenn, ce sera plutôt moi, Samia. Bonjour. Donc, Bonjour Samia, désolé sur... pour la... C'est pas grave. Quelques mots donc, sur les programmes numériques dédiés aux établissements de santé. Donc, tout d'abord, le programme SUNES pour Ségur usage numérique en établissement de santé. Donc, ce programme est désormais clôturé et nous avons aujourd'hui quelques premiers éléments de bilan à vous présenter. Alors, c'est un programme qui a rencontré un fort succès avec une participation de 78% des établissements éligibles au programme. Durant ce programme, nous avons plus de 86% des établissements candidats qui ont validé au moins une cible d'usage, ce qui est vraiment la preuve d'une forte mobilisation des établissements pour l'adoption de Mon Espace Santé et de l'AMS Santé dans leur pratique. SUNES est désormais terminé, donc place à la suite avec le programme Open 2. Donc, ce programme a débuté durant l'automne et vise à accompagner financièrement le développement des usages numériques en établissement de santé. La première phase du programme, elle, permet de garantir la continuité des financements numériques en poursuivant les efforts d'alimentation et en préparant l'accès en consultation de Mon Espace Santé. Alors, à date, le taux de participation pour la première phase du programme Open 2 est de 85% des établissements éligibles, dont 132 des 135 GHT. Donc, vous voyez une participation qui est encore meilleure que celle du programme SUNES. En moyenne, nous avons 4 objectifs par établissement, dont les taux de candidature vous sont présentés sur le petit histogramme en bas à droite. Pour cette phase 1 du programme Open 2, les établissements ont sélectionné de manière majoritaire les objectifs INS, alimentation du DMP en document de sortie en compte rendu opératoire et l'utilisation de l'AMS santé professionnelle. Et enfin, pour conclure sur le programme Open 2, un séminaire a eu lieu le 28 novembre dernier. Il a réuni de nombreux acteurs de l'écosystème, dont des ARS, des fédérations hospitalières, des éditeurs, plusieurs DSI. Et ce séminaire nous a permis d'échanger sur la suite du programme qui se déroulera sur la période 2025-2028 et de planifier les travaux à venir. Voilà, merci. Merci Samia. Je t'en prie. Pour parler justement de l'avancement sur le VSM, est-ce que c'est Sandrine qui prend la parole? Frangel? L'assurance maladie? Je peux faire double escale ou pas? Bien sûr. Elle est peut-être mute, hein, on a peut-être le truc des micros. Vas-y, Sandra, en attendant que l'assurance maladie se démute. En t'attendant, Sandrine, je vais commencer à raconter ce qu'il en est concernant la synthèse médicale. Donc, on voit qu'on a des usages qui ont été extrêmement stimulés par des incitations financières notamment, avec plusieurs niveaux de rémunération qui étaient proposés aux médecins qui avaient une patientèle médecin traitant et qui mettaient à nos jours les VSM de leurs patients, avec un premier forfait à 1 500 € si on mettait au moins à jour le VSM pour 50% des DMP alimentés avec VSM et 3 000 € avec, pour 90% de la patientèle en ALD avec un VSM alimenté dans le DMP, avec en plus une majoration si c'était structuré, ce qui était le cas dans l'immense majeure partie des cas. Donc il y a eu plusieurs vagues de paiement, une première vague de paiement à fin mars 2024, au titre des VSM observés à fin décembre 2023, une deuxième en octobre 2024 et une troisième qui sera prévue en septembre 2025 au titre des résultats observés à fin juin 2025. Et donc là, ce sera avec un tout petit décote versé à 90% de la valeur calculée précédemment. Et donc, quels étaient les professionnels qui étaient concernés? C'était les médecins libéraux et centres de santé qui avaient au moins un patient en patientèle médecin traitant en ALD à la fin de la période étudiée. Et donc là, on voit les résultats désormais de cette campagne. Puisque Sandra? Rattrapage Sandra? Ah, super. Tu m'entends? Oui. Je suis désolée. On a un problème côté CNAM aussi, décidément. C'est la matinée. Je peux prendre le relais si tu veux pour. Ouais, volontiers. Merci, Sandrine, avec Sandrine. les ajustements entre la première et les phases suivantes. Je t'en prie.
Désolée. Donc oui, pour vous faire un focus, donc sur la première vague de paiement, donc avec où on a regardé les taux d'atteinte à fin 2023, donc on avait rémunéré donc les médecins ou les centres de santé qui avaient au moins atteint la cible de 50% des MP alimentés, donc en voie de synthèse médicale pour les patients en ALD. On avait pris la période d'observation sur 2 ans, 2022 et 2023, avec un peu plus de 8000 médecins libéraux qui avaient été rémunérés et 12 centres de santé. Donc pour un total d'un peu plus de 28 millions d'euros. On s'est rendu compte en fait, notamment par des remontées que l'on a eues, que nous on avait regardé en fait tous les volets de synthèse médicaux qui étaient dans le type code qu'on appelle synthèse, et en fait on s'est rendu compte que des logiciels alimentaient encore ces volets de synthèse médicaux dans d'autres types codes de documents au sein du DMP, en synthèse de dossier médical et synthèse de l'épisode de soins, ce qui nous a permis ensuite dans cette deuxième vague de paiement, donc qui a été payée en octobre dernier, de pouvoir rattraper entre guillemets des médecins ou des centres de santé qui avaient bien fait les alimentations mais qu'on n'avait pas requêté sur le bon, en tout cas sur un type code unique. On a aussi récupéré les alimentations qui avaient été faites par des CPE, donc dans le cadre de délégation aux secrétaires ou aux assistants médicaux pour alimenter les volets de synthèse médicaux. Et donc tous les médecins, donc soit qui ont atteint l'objectif à mi-2024 ou qui ont vu leurs résultats progresser, se sont vus donc valorisés avec là, vous voyez, une progression puisqu'on a presque 13 000 médecins libéraux qui ont été rémunérés et 40 centres de santé, donc pour un total de 36 millions d'euros. On a prévu un versement complémentaire là dans les jours qui viennent, notamment pour rattraper les médecins installés en 2024 qui n'avaient pas été pris en compte. Et aussi, on a pu récupérer les alimentations qui avaient été faites aussi toujours en délégation pour les médecins qui exerçaient en cabinet de groupe ou en société. Vous savez qu'on a des soucis parfois de rattachement de l'activité aux professionnels de santé par rapport à l'attribution des cartes. Donc, on a pu faire ce rattrapage et donc les médecins concernés vont pouvoir être valorisés là dans les jours qui viennent. Et donc, un dernier paiement qui est prévu en regardant effectivement, comme le disait Sandra, les objectifs à mi-2025 avec une petite décote dans la mesure où c'est vrai qu'on a voulu valoriser de façon plus importante les médecins ou les centres de santé qui avaient atteint les objectifs dès les premières phases. Merci Sandrine. Et du coup, on va basculer maintenant sur le médico-social. Et je repasse la parole à Odile. Ou Anne, pardon, excuse-moi. Oui, je vais prendre la parole, pas de souci. Le point sur le SMS numérique, notamment, où est-ce qu'on en est? Merci Vincent. Bonjour à tous. Alors, effectivement, concernant les usages numériques dans le secteur médico-social, on souhaitait partager 2 enjeux par rapport aux usages. Un, concernant le programme ESMS numérique, qui continue donc de bien avancer, puisque pour atteindre, en fait, il y a la cible fixée pour bénéficier. Merci. La cible fixée pour pouvoir bénéficier du financement européen a été dépassée. Elle était de 500 000 DUI actifs attendus pour le 15 décembre et on est aujourd'hui à 548 000 DUI actifs qui représentent donc 257 projets et un peu plus de 6 500 ESMS. Et enfin, sur ce programme ESMS numérique, à date, on a environ 29 900 ESMS qui sont embarqués. Donc ça, c'était le premier point qu'on souhaitait vous partager en termes de grands chiffres concernant ce programme ESMS numérique. Et également un peu de teasing concernant l'expérimentation Mon Espace Santé qui a lieu sur le secteur médico-social. Teasing parce que le webinaire de restitution a lieu la semaine prochaine. Donc, on voulait quand même vous partager en bref quelques éléments. Un, de vous rappeler que les objectifs, dont les enjeux étaient d'identifier les usages, notamment les parcours d'usage associés, les outils nécessaires pour faciliter la généralisation de déploiement des référentiels et services socles et les modalités de délégation d'accès aux aidants. Les principaux enseignements qu'on a pu en tirer, donc sur les 55 ESMS pilotes embarqués sur les secteurs PA, PH et DOM, c'est que de manière très prégnante sur ce secteur-là, même si ça paraît un peu convenu, mais c'est vraiment ce qui est ressorti, c'est qu'il y a vraiment
un besoin de coordination pour faciliter et sécuriser la prise en charge et l'accompagnement des usagers. En termes de verbatim, qui était intéressant de vous partager aujourd'hui, c'est qu'effectivement, je trouve ce mot comme fort, c'est que pour ce secteur, c'est une révolution culturelle. Ils passent de la culture orale entre eux à la culture écrite partagée, et que quand ils ont goûté à Mon Espace Santé, ils ne souhaitent plus, ils ne veulent plus revenir en arrière. Sur le top 3 des documents alimentés par ces 55 ESMS pilotes, en premier document, il y a le projet personnalisé d'accompagnement, ensuite le dossier de liaison d'urgence et en dernier, les prescriptions. Ce qui a rejailli également dans l'échange de ces documents, c'est qu'il y a une application vraiment clé des partenaires où les ESMS pilotes sont vraiment allés chercher les ES, les pharmaciens, les biologistes. Ils ont vraiment besoin de cette coordination. Enfin, concernant les défis à relever, il y a ce qui a été partagé d'ailleurs dans le chat, c'est l'ouverture de la consultation des professionnels du médico-social à la consultation du DMP. Le déploiement des moyens d'authentification avec notamment l'enjeu que les infirmières soient bien enregistrées à l'ordre, l'enjeu de la ICPS avec les problèmes d'équipement qu'il y a derrière, la délégation d'accès aux aidants et les enjeux qu'on a vus précédemment sur le recueil également du consentement. Donc, pour en savoir plus sur cette expérimentation, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, le 19 décembre, de 13h30 à 15h pour le webinaire de restitution de cette expérimentation. Merci Anne, et effectivement, aligné de ce que nous présentait tout à l'heure Inès en matière d'expérimentation sur la consulte en établissement de santé, des premiers retours très positifs et très enthousiasmants sur l'utilisation de Mon Espace Santé. Alors on termine un peu cette deuxième partie avec, voilà, c'est pas tout de relancer de nouveaux dispositifs, d'accompagner la transformation des usages. On reste avec toujours vigilance sur les retours des irritants, les retours des remontées terrain pour les intégrer en temps réel autant que se peut. C'est la méthode Sentinelle. Claire, je te laisse la parole pour cette dernière partie. Merci Vincent. Oui, donc comme vous le savez, un de nos enjeux, c'est de travailler vraiment en proximité avec le terrain pour essayer de vraiment développer les usages. Donc ça nécessite d'aller voir ce qui fonctionne, mais aussi ce qui ne fonctionne pas. Et je pense qu'on essaie lors de ce COSU d'être assez transparent sur la marche qui nous reste à franchir et de ne pas se fermer les yeux. Juste pour vous rappeler, parce que je pense qu'on l'avait peut-être présenté au dernier COSU, mais on est assez conscient qu'on avait aussi un enjeu de clarifier de notre côté la doctrine nationale, parce qu'on parle de fluidifier, d'accélérer et de fluidifier le partage de données de santé, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Les textes de loi posent un cadre, mais qui n'était pas toujours explicite. En tout cas, c'est les retours que le terrain nous avait partagés. Du coup, on a voulu un petit peu formaliser de manière très concrète dans un document écrit, finalement, c'est quoi tous les fondamentaux, c'est quoi toutes les grandes règles, c'est quoi on vous parle de Mon Espace Santé, mais c'est quoi ce carnet de santé? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça ne fait pas? Justement, pour bien voir la complémentarité de notre vision un petit peu de l'État plateforme. Quand on parle d'alimentation, c'est quoi les attentes qu'on a en termes d'alimentation? Notamment, il y avait un certain nombre de questionnements qui remontaient par rapport à quel document doit-on envoyer, qu'on avait mis dans le cadre de l'arrêté, mais de repréciser en fait qu'est-ce qu'on recommandait sur la consultation aussi, comment ça allait se passer, un certain nombre d'exigences autour de le consentement, justement, les exigences de recueil du consentement vis-à-vis des patients. Et on a profité pour expliciter aussi un certain nombre de choses autour de la messagerie sécurisée de santé et d'accompagner les réflexions autour de la trajectoire 100% numérique. Un certain nombre d'acteurs sur le terrain essaient de mettre en place, mais qui posent bien évidemment des défis organisationnels, des changements de pratiques. Vous pourrez retrouver, là, on vous a mis le QR code et un exemple, il y a le lien qui sera accessible vers les fondamentaux. Donc, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que c'est un document qui est vivant, c'est-à-dire qu'au fil des questions, Inès a parlé de l'expérimentation et Anne aussi en établissements médico-sociaux, on voit que les pratiques soulèvent un certain nombre de nouvelles questions. Donc, nous, on essaie vraiment de le faire évoluer au fil des questions. On co-construit parfois les réponses justement avec les ordres, avec le terrain. Donc, on a un certain nombre de sujets autour de la responsabilité médicale, par exemple, qui vont être précisés pour apporter de la réassurance autour de ces enjeux-là, vis-à-vis notamment de la consultation de l'alimentation du DMP. C'est important de vous le remettre en visibilité, parce que ça réexplicite en tout cas la doctrine sur un certain nombre de points, mais aussi des éléments d'accompagnement à la mise en œuvre de cette doctrine. Ensuite, donc, si on fait le point, on va avoir 2 slides pour conclure un petit peu ce COSUI. Donc, on a un certain nombre de défis.
On a essayé de mettre en œuvre depuis plus d'1 an et demi une démarche Sentinelle d'identification, de résolution des problèmes terrain. On essaie d'être transparent un peu au fil de l'eau, de ne pas attendre les 6 mois du COSU pour vous les partager. Donc, sur la page Sentinelle, vous pouvez toujours retrouver normalement les dernières choses qui ont été résolues. On a mis aussi un plan d'action qui est visible. Enfin, il y a vraiment un Excel un petit peu détaillé. On va vous partager là un petit peu un état des lieux raccourci des grands sujets, hein, parce qu'il y a plein de petits sujets aussi. Juste pour vous partager le fait qu'un certain nombre de problèmes qu'on voit là, ils sont finalement assez complexes, parce que derrière, ils vont mobiliser, je pense Sandra vous en parlera sur la partie biologie, l'interop, ça va mobiliser en fait, des évolutions chez plein d'acteurs. Et du coup, la complexité, on en est conscient, elle peut prendre, ça fait en sorte que ce soit plus ou moins long de résoudre ces problématiques. Ça ne veut pas dire qu'on n'en est pas conscient et que les travaux ne sont pas en cours. Donc, rapidement, on les a un peu regroupés par finalement grandes finalités d'usage qui peuvent être un petit peu handicapées. Donc, tout ce qui est lié à l'alimentation-consultation, on l'a évoqué, je vous ai partagé des chiffres pour démarrer. On a toujours un enjeu de maximiser la connaissance. On est à 21 des Français qui ont activé. Voilà, je ne vais peut-être pas revenir dans le détail, mais c'est le remettre en viseur. C'est une de nos priorités avec l'assurance maladie et tous les acteurs sur le terrain. Les régions sont extrêmement actives. On va continuer à vraiment travailler avec de nouvelles campagnes ciblées. On retravaille aussi sur les stratégies un peu de référencement. On viendra vers vous, mais un événement pour les 3 ans de messe. En tout cas, on fera des communications parce que les 3 ans de messe, ce sera fin janvier de l'année prochaine pour résoudre cet enjeu, enfin continuer à faire augmenter la connaissance de mon espace santé. Deuxième sujet, on en a beaucoup parlé, la consultation qui est au cœur de la vague 2. Ça va nécessiter un recueil du consentement auprès des usagers. Hein. Donc, ce qu'on a fait, ce qui a déjà été fait, c'est de clarifier la doctrine pour la consultation, donc de vraiment expliciter qu'est-ce qui était nécessaire. On a écrit des exigences qui seront intégrées dans la vague 2, justement pour permettre aussi de saisir cette information informatiquement dans les logiciels pour l'ancrer. Et maintenant, il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Bien évidemment, la partie développement de ces exigences, mais surtout qu'on continue de faire un gros travail d'accompagnement, parce que même si on l'a explicité des premières fois, il faut qu'on continue d'aller promouvoir qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans les parcours patients, c'est quoi les différentes situations, les bons verbatims, les éléments de langage à utiliser. Et par ailleurs, on travaille sur la possibilité de recueillir cette information de consentement en amont d'une consultation préalable, parce que la personne n'est pas toujours physiquement, la consultation a de la valeur aussi en anticipation de consultation. Donc voilà, on travaille aussi sur quelles pourraient être les modalités de recueil, qu'est-ce que ça veut dire en termes de flux. Donc il y a des travaux qui sont engagés avec les éditeurs et l'ANS notamment. Autre sujet qui est beaucoup remonté, en tout cas depuis quelques années, mais de manière beaucoup plus, on va dire, prégnante avec l'arrivée de la consultation dans les établissements de santé, c'est l'enjeu de donner accès aux secrétariats médicaux qui sont essentiels pour préparer les consultations. Donc, nous, on a travaillé sur la partie, on va dire, vecteur juridique. Ce sera embarqué dans le décret DMP qui va passer, on va dire, au premier semestre 2025 à un certain nombre d'autres évolutions importantes qui donnent aussi droit aux patients. Et on travaille avec l'assurance maladie sur les différents scénarios techniques pour mettre en place ce mécanisme en délégation. Pour autant, il faudra aussi qu'on travaille au-delà de la partie mise en place de scénarios en délégation dans le DMP, de travailler sur l'impact organisationnel, parce que ça pose plein de questions en termes de traçabilité. C'est pas anodin, même si on est absolument 100% convaincu de l'enjeu d'avancer sur ce mécanisme clé. Et c'est vrai que j'ai vu la question dans le chat. On travaille aussi sur l'ouverture de l'accès aux professionnels à rôle du médico-social. Donc, il y a eu beaucoup de travaux là qui sont menés avec les différents acteurs institutionnels pour notamment sécuriser cette trajectoire, notamment autour des autorités d'enregistrement pour qu'on sécurise le fait que l'ouverture soit lorsqu'elle soit décidée, on ait mis en place toutes les bonnes conditions pour éviter tous mes usages. Donc, je le mentionne parce que c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans cette slide. Et le dernier élément, sur la partie alimentation-consultation, ça a été évoqué en biologie et en radiologie. Donc, il y avait un vrai enjeu de revoir le dispositif pour les cas d'annonce invisible. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place, ça fait presque 1 an, on a commencé à travailler avec un vrai travail de concertation des différentes parties prenantes, donc ceux qui allaient produire ce type de documents sensibles, les associations de patients qui, derrière, avaient un enjeu, nous ont partagé leur enjeu d'avoir accès à ces données-là, mais aussi les professionnels de santé qui sont plutôt ceux en situation d'annoncer, parce que ce n'est pas toujours les mêmes personnes. Donc, suite à cette concertation, on a clarifié les règles
Donc, on a refait un petit zoom, mais on aura des webinaires dédiés à la rentrée aussi par profil. Donc, juste ce qu'il en ressort, en fait, a posteriori, on n'a pas complètement changé le dispositif qui était initialement écrit dans la loi. Donc, les principes clés, c'est demain, le numérique, bien évidemment, ne doit en aucun cas se substituer à l'accompagnement humain qui est nécessaire lorsqu'on annonce un diagnostic grave. On ne peut pas du tout que ce soit le vecteur d'information des patients d'une pathologie grave. Pour autant, on estime que ce mécanisme d'envoi en invisible avec une possibilité de désinvisibilisation doit être activé de bout en bout. Mais il y a un vrai enjeu qu'on arrive à faire en sorte que cette alimentation soit uniquement des documents pertinents. Et notamment, Mathieu l'a un petit peu évoqué, on s'est rendu compte qu'on envoyait des documents à destination des professionnels en invisible à destination des patients. Ça, c'est lié aussi, il faut qu'on soit conscient. On a eu, à l'initialisation de la vague 1, on avait une doctrine qui était peut-être pas la bonne sur la partie biologie, où on proposait d'envoyer aussi les comptes rendus de professionnels. Donc ça, c'est une pratique qui doit arrêter. Donc, il faut qu'on s'assure que nous, on accompagne vers le fait qu'on envoie uniquement des documents pertinents en invisible, entre guillemets, que le stock soit uniquement le bon stock pertinent. Mais surtout, il faut s'assurer qu'on multiplie les opportunités de désinvisibilisation pour les professionnels de santé pertinents. Et du coup, ça nécessite un certain nombre d'évolutions logicielles. Et du coup, in fine, on pense qu'il faut quand même garantir que le patient soit informé. Imaginons il y a eu un raté dans le parcours de soins que vous voyez à l'écran. Éventuellement, c'est-à-dire que si les différentes personnes qui étaient en situation de lui annoncer, qui lui ont annoncé ou qui n'ont pas pu le faire, in fine, à 3 mois, on ait un mécanisme de remise en visibilité de ce document. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc si on regarde le schéma, je suis en retard, mais si on regarde le schéma, donc H0, donc on a par exemple un patient qui doit prescrire un examen. Lorsqu'il réalise l'examen, le radiologue, par exemple, c'est pas spécialement lui, c'est vraiment les cas de figure sont très très variés, comme on a pu le voir, qui va informer le patient, mais il va informer le médecin traitant, et à ce moment-là, il envoie le document en invisible, parce qu'il sait que ce sera le médecin traitant qui lui a dit moi je m'occuperai de faire l'annonce. En parallèle, le document d'être envoyé en invisible, il est envoyé au professionnel de santé prescripteur, qui pourrait être le médecin traitant, mais pas spécialement par messagerie sécurisée. On a d'ailleurs proposé des messages d'information un petit peu pré-paramétrés, ça fait partie des exigences logicielles. Et à ce moment-là, donc scénario idéal, le patient revoit son médecin traitant qui remet le document en visibilité. Voilà. Et qu'ensuite, le patient peut consulter. Si jamais ça ne se passe pas, c'est ce que vous voyez un petit peu en bas du graphique, c'est ce qu'on appelle nous un peu le processus de rattrapage voiture-balai. Il n'y a pas eu d'annonce de réalisé. Imaginons il y a un raté, une problématique. À J+1 mois de l'envoi du document en invisible, le patient il recevra une notification email dans sa boîte personnelle qui l'invite à prendre contact avec un professionnel. On ne lui donne pas d'éléments précis sur le contenu. Alors, on a travaillé on va dire les éléments de langage pour que ce soit assez peu anxiogène et on fera probablement encore de l'amélioration continue là-dessus. Et si jamais il n'a pas été revoir de professionnel qui a pu remettre en visibilité, on fera une remise en visibilité automatique par le biais du système d'information DSV. Donc concrètement, ça nécessitait une évolution juridique qui est déjà embarquée juste sur les modifications de délai de notification du patient et de remise en visibilité. On a dû clarifier ces règles d'envoi et d'accompagnement que vous retrouverez dans les fondamentaux pour recommander qu'est-ce qui doit être envoyé, sous quels critères de visibilité ou pas, pour essayer de sécuriser le juste envoi en invisible. Et ensuite, il y avait des évolutions logicielles. Et pour les professionnels de santé qui doivent rendre le document en invisible pour que ce soit très simple à faire, parce que ce n'était pas le cas dans beaucoup de logiciels de radiologie, de biologie, etc. Donc que ce soit en tout cas facile à faire ou à ne pas faire pour éviter justement l'envoi en invisible en masse par facilité et aussi que ce soit possible de remettre en visibilité facilement pour les professionnels de santé qui sont plutôt ceux qui vont annoncer. Donc, voilà, donc un certain nombre d'évolutions qui sont embarquées en vague 2. Donc je pense que le centre d'éditeurs ont dû voir les différents éléments. On vous partagera des informations plus détaillées, mais on sait que le sujet revient de manière assez régulièrement, donc ça nous paraissait important de faire un zoom. Et enfin, je laisse juste la parole à Sandra pour clôturer sur la partie irritante, sur le volet plutôt messagerie. Oui, loin de nous l'idée de vouloir faire un catalogue, mais c'était pour vous dire qu'on avait entendu un certain nombre de difficultés qui étaient remontées et essayer de vous montrer très rapidement tout ce qui était mis en œuvre. Donc Claire a déjà évoqué largement tout ce qui tourne autour de mon espace santé, mais on sait qu'on a également de nombreux enjeux opérationnels autour de la MSS. Et donc, il y a un certain nombre d'irritants qui ont fait l'objet de travaux. Donc, concernant la MSS, il y a eu la mise à jour du référentiel opérateur qui devrait permettre de façon imminente l'accès à des nouvelles fonctionnalités qui étaient des fonctionnalités très attendues par les professionnels. La délégation
de l'accès à la MSS, que ce soit personnel ou organisationnel, à des confrères pendant ses congés, par exemple, ou bien à son secrétariat. Donc, qui sera mise en œuvre dans les prochaines semaines dans le cadre de la mise à jour du référentiel opérateur, et également la possibilité de créer des boîtes aux lettres organisationnelles dans le cadre de structures sans finesse. Donc avant, on ne pouvait pas avoir un cabinet, au sein d'un cabinet de groupe, une boîte MSS commune. Ce sera désormais le cas. L'ensemble de ces MSS avait des enjeux d'interopérabilité qui n'étaient pas simples. Donc, à la demande des éditeurs, l'Agence du numérique en santé a beaucoup travaillé et a créé l'API LPS, qui est ce connecteur universel MSS qui a fait l'objet d'un SONS MSS dédié. Donc, désormais, c'est tous les opérateurs MSS qui offrent cette possibilité de connexion qui sera également intégrée côté LGC dans la vague 2 et dont d'ores et déjà, on sait qu'elle est disponible. Maintenant, sur le sujet MSS, on a vu dans la conversation, et Jean-Christophe y a répondu, on sait que la mise à jour Mailise a été à l'origine de difficultés importantes pour certains éditeurs ces dernières semaines. Donc les travaux se poursuivent, l'ensemble de l'équipe est très 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 mobilisé pour résoudre ces derniers irritants. Actuellement, l'accès webmail est garanti, mais en intégré logiciel, on voit qu'il reste encore de travaux. Et Francis, on a bien pris le point de vous accompagner pour la communication auprès des professionnels. Maintenant, on avait ce qu'on avait également les enjeux d'annuaire, les enjeux de trouver le bon correspondant quand on cherche à lui écrire par MSS. C'est un sujet qui nous est remonté de façon très transversale. À chaque fois qu'on va sur le terrain, le sujet nous revient. Donc là, il y a eu une première campagne de dépublication des adresses inutilisées, aussi bien côté Mailise, mais également chez de nombreux opérateurs, afin qu'une adresse qui n'est plus utilisée ne soit plus affichée comme pour le professionnel en question, et puis également des enjeux autour de l'évolution de l'annuaire avec la mise en visibilité de boîtes aux lettres préférentielles, dont la cible est prévue en 2025, et évidemment la poursuite de l'accompagnement à l'équipement. J'ai vu que ça faisait également l'objet de discussions dans les conversations, comme quoi finalement les dias qu'on avait préparés en anticipé viennent répondre à certaines questions. Donc on sait qu'on a l'enjeu de la sécurisation de l'adressage et de la réception des comptes rendus de biologie, avec un enjeu interopérabilité assez fort. Donc s'assurer que le compte rendu de biologie parte bien, dans le bon format, donc que le biologie soit sécurisé sur ce qu'il envoie. C'est à travers notamment le CDVIA Viewer qui lui permettra de s'assurer que le compte rendu qu'il envoie soit conformé de la bonne façon, à travers un code LOINC commun et partagé qu'on va recentrer sur un jeu de valeurs restreint de la biologie, du top 200 des codes de biologie qui seront partagés, et puis également des améliorations au sein de la réception dans les logiciels Ségur, qui sera porté par la vague de Ségur, donc qui va être lancée dans les prochaines semaines. Donc autant d'irritants sur lesquels on a une attention très forte et dont on est confiant sur le fait qu'au fur et à mesure qu'ils seront ils apporteront des réponses terrain. Merci. Avant de vous laisser la parole, quelques interventions ou quelques formulations de questions, et là, Gariane, je souhaite vous apporter quelques éléments de conclusion. Alors, merci Vincent, merci à tous d'avoir présenté. Je pense que le menu il a été extrêmement dense pour les uns et les autres. Donc, bien sûr, vous retrouverez tous les éléments qui ont pu vous être communiqués en aval. Pour nous, c'est toujours important de faire un point semestriel, un petit condensé de l'actualité. L'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de vous donner à voir, petit 1, les résultats qui commencent clairement à porter leurs fruits, notamment sur la consultation de mon espace santé. Vraiment, je vous invite à regarder le webinaire qu'a partagé Sandra dans le chat. Tous ces retours d'expérience des professionnels nous confirment que vraiment on est sur la bonne voie en mettant en œuvre ce système de partage des données qui soit fluide et sécurisé grâce au Ségur. On pourra bien évidemment répondre à l'ensemble des questions. Je crois aussi, Marion, qu'on a un petit temps d'échange prévu, format point presse tout de suite après. Mais aussi vous indiquer donc que pour la vague 2, tous les éléments là, concrets qui ont pu vous être présentés, je voulais remercier toutes les équipes des task force, que ce soit des représentants des professionnels et des industriels qui ont participé à ces travaux-là. C'est vrai qu'on a tous mouillé la chemise ces dernières années sur ce sujet, mais là, on est clairement sur la dernière étape qui va nous permettre d'apporter de la valeur aux professionnels. Et du coup, on a hâte
de démarrer et la phase de référencement et de déploiement avec vous pour permettre aux professionnels qui le souhaitent de consulter facilement l'historique médical de leurs patients. Et on commence déjà à en voir les fruits et tout l'intérêt du point de vue des professionnels. Du coup, Merci. on prend un petit temps de questions-réponses. Parce qu'on a un peu débordé. On a débordé de 10 minutes, mais globalement, vu la densité des sujets qu'on a évoqués, on a quand même tenu le timing. On a répondu au fil de l'eau dans le chat aussi. On a répondu à pratiquement 100% des questions. Je ne sais pas si... Il y avait une ou deux questions sur l'hôpital. Comme on est désolé, c'est Clara Morlière qui connaît bien ces sujets, qui est absente là. Je pense qu'elle apportera des réponses offline sur ces points-là. Il y avait une dernière question sur référentiel opérateur. Vas-y, tu réponds, Jean-Christophe. Dans le chat directement. Et s'il y a des prises de parole dans les 5 minutes qui nous restent, n'hésitez pas à lever la main. Ça signifie qu'on a été complet, exhaustif, qu'on a bloqué, clair, je sais pas. On a été en tout cas plus fort que Teams qui n'a pas soutenu. Juste pour vous dire merci et puis merci aussi de diffuser le PowerPoint et on fera passer à tout le monde. On a vu qu'il a d'ores et déjà été diffusé sur les réseaux sociaux grâce à la grande magie du numérique et des journalistes du numérique en santé qu'on remercie au passage pour cette couverture. Et le webinaire sera en replay. Le webinaire et l'enregistrement sera également posté si vous souhaitez réentendre nos douces voix respectives. Et en tout cas, la lecture et le voice-over, comme on dit, sur ces différents éléments. Ah, pardon, oui, il y avait des questions effectivement sur Open 2. Je vois que la question a été rappelée. On n'a pas encore la liste définitive, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas été publiée. Mais bien sûr, dès qu'elle sera consolidée, on pourra la diffuser. Ouais. Rendez-vous au CNS? Ouais, ça marche. Rendez-vous merci tout le monde. La semaine prochaine, mardi, au Conseil du numérique en santé. Bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir. Tu peux... Bonne journée à tous.